Comment faire de la santé mentale et du bien-être psychologique l'affaire de tous? Alors, dans cette interview croisée entre femmes, je voudrais qu'on évoque cette question de santé mentale qui est beaucoup apparue durant cette pandémie de Covid. Je crois qu'on n'en a jamais autant entendu parler. Pourtant, c'est un phénomène qui, certes, est lié aux crises, on l'a vu. On entend parler d'anxiété, de phénomènes anxiogènes. Il y a les traumatismes post-crise, etc. Donc, c'est un phénomène directement lié à des crises, mais pas que. Il est beaucoup plus large. La santé mentale représente, ce chiffre m'a marqué, le premier poste de dépense pour l'assurance maladie, 23,4 millions d'euros. Milliards, pardon. J'oublie des zéros. Alors vous, Marguerite Cazeneuve, vous êtes bien placée pour le savoir puisque vous êtes directrice déléguée de la Caisse nationale de l'assurance maladie. Ce sujet de santé mentale, il vous préoccupe depuis longtemps. Vous avez activement participé aux assises de la santé mentale en septembre 2021. En quoi est-ce que c'est un enjeu public et pourquoi? Alors merci beaucoup déjà pour votre invitation et puis pour ce débat évidemment très intéressant. Alors effectivement, l'assurance maladie, elle regarde depuis longtemps, j'allais dire en tant que financeur, les questions de santé mentale, puisque effectivement, ce sont des dépenses très lourdes. Et par ailleurs, on sait qu'il y a un vrai mésusage sur notamment les prises en charge médicamenteuses, où on voit bien que, et ça l'assurance maladie l'observe depuis assez longtemps, la prise en charge médicamenteuse en santé mentale, elle est très mauvaise en France. Et donc, il y a un certain nombre d'actions correctrices qui ont essayé d'être mises en place, mais ça reste un sujet vraiment problématique. Ce qui a été nouveau avec les assises de la santé mentale, c'est qu'on a introduit pour la première fois, en tout cas pour l'assurance maladie, de manière non expérimentale, le fait de prendre en charge des soins non médicamenteux. Et donc, on a introduit la prise en charge par l'assurance maladie de séances avec un psychologue clinicien. Et donc, à compter d'avril prochain, il sera possible pour un médecin psychiatre, médecin généraliste, médecin du travail, de prescrire des séances de psychologie. Donc ça, c'est très important puisque ça marque quand même le fait que l'assurance maladie, alors on n'est pas forcément c'est une vieille dame, l'assurance maladie, donc c'est pas toujours elle qui est à la pointe de l'innovation, mais c'est vrai qu'au moment où elle arrive et qu'elle prend en charge, qu'elle se dessine d'une certaine manière avec l'appui de l'État à prendre en charge tout un pan, en l'occurrence la santé mentale d'un point de vue non médicamenteux, évidemment, ça change considérablement la donne. Et donc, on mise beaucoup sur cette extension. Et par ailleurs, donc on y reviendra, mais il y a plein d'autres choses qu'il faut qu'on arrive à conduire pour la suite, puisqu'il y a les psychologues, mais on a évidemment derrière les psychologues plein d'autres professionnels pour lesquels on a un enjeu de formation et d'implication sur la santé mentale. Donc, je ne sais pas si on y reviendra plus tard. Si on a le temps. Bon. Alors, Laure-Marie Sanchou, vous êtes directrice déléguée santé de la Fédération nationale de la mutualité française. Vous avez sorti un observatoire sur la santé mentale. Quels ont été les grands constats? Et puis, comment est-ce que vous vous mobilisez globalement pour répondre à ces enjeux? Vaste question. Vaste question également. Bonsoir et encore merci, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général, pour votre invitation à participer à cet échange et puis à ce regard croisé. Effectivement, donc, la mutualité française, elle est engagée longtemps sur ces questions de santé mentale, avec une vision assez intégrée du parcours, puisqu'il y a à la fois l'aspect d'assureur en matière de risque santé, mais aussi la mutualité est un acteur de prévention et également un offreur de soins. Donc, une vision assez globale et je dirais qu'au moment de cette crise sanitaire, donc Covid-19, qui a à la fois révélé l'impact majeur sur la santé mentale et cette forte dégradation, ça a aussi permis finalement l'effet positif de mettre la santé mentale au premier plan. Donc c'est pour cela que la mutualité française a dédié en fait son 5e observatoire sur la santé mentale et de porter en fait 10 propositions également dans le cadre des assises.
Et les 3 axes en fait qui ont été retenus autour de cet observatoire et de ces propositions, c'est effectivement développer une culture de la santé mentale, considérant qu'aujourd'hui, et on y viendra, en fait, c'est un sujet qui est encore trop majoritairement tabou. On a des difficultés à en parler. Je donnerai quelques chiffres qui pour moi sont assez éclairants et assez nécessaires à partager. Faciliter l'accès aux soins, donc avec un sujet de graduation, on y revient. C'est vrai que voilà, je dirais le mouvement mutualiste, les mutuelles, en fait, avaient déjà une approche sur le bien-être et donc avaient une prise en charge des séances de psychologie. Voilà, il fallait aller au-delà et pouvoir les porter dans le cadre d'un parcours de soins, ce qui va être chose faite ensuite de ces assises de la santé mentale. Et puis, améliorer aussi voilà, ce qui va avec l'accès financier aux soins. Peut-être important, c'est voilà, en quoi la santé mentale, c'est un sujet qui nous concerne tous. C'était un des points justement de cette premier axe, développer une culture de la santé mentale. Déjà, tout simplement parce que on est tous concernés. Quand on regarde les chiffres, vous citiez le coût, ça en est une traduction, mais finalement, quand on a quelques autres données, on a par exemple un Français sur 5 qui est confronté chaque année à un trouble psychique, ça fait à peu près quand même 13 millions de personnes, 64% d'entre nous, on peut dire, qui ont déjà ressenti de la souffrance psychique, et avec un pourcentage qui atteint des sommets beaucoup plus importants, de l'ordre de 75% quand on est sur les personnes en dessous de 35 ans. Quand on va dans les manifestations les plus complexes, la France n'est malheureusement pas en bonne place en ce qui concerne le taux de suicide. Ce sont des chiffres qui sont importants à rappeler. C'est quand même encore près de 9 000 personnes par an et près de 200 000 tentatives de suicide. Donc on a aussi un enjeu vraiment à avoir, chacun d'entre nous, une responsabilité autour de la santé mentale. Alors, comment faire, puisque c'était ça le fond du sujet. Vous donnez quand même un chiffre qui, pour moi, est quand même important, qui a été recueilli dans le cadre d'une enquête faite par une mutuelle. Les personnes elles-mêmes qui ont été interrogées disent, voilà, on pense majoritairement que la santé mentale, c'est un enjeu, le bien-être, c'est un enjeu majeur, 74% d'entre elles. La moitié n'y prennent pas vraiment garde pour elles. Et quand on creuse un peu, en fait, on se dit que la plupart de ces personnes, elles ont répondu qu'en fait, elles n'osaient pas parler d'un problème de santé mentale, d'un trouble, par peur du regard des autres, pour plus de la moitié, pour ne pas évoquer ce qui peut être perçu comme une faiblesse. Et quand on les interroge sur la manière dont c'est perçu, elles répondent, 60% pour elles sont mal informées sur la santé mentale. Qu'est-ce que ça recouvre? Ce terme fait peur. Et par ailleurs, 78% estiment que les personnes en souffrance psychique sont stigmatisées. Et ces personnes elles-mêmes, en fait, reconnaissent participer à cette stigmatisation, puisqu'elles pensent, pour la moitié d'entre elles, 50%, que les personnes en souffrance psychique sont potentiellement plus dangereuses que les autres. Voilà, je partage ces chiffres parce que je trouve que c'est quand même assez signifiant pour chacun d'entre nous dans la manière dont on aborde le sujet. On a une communication au grand public qui a été portée par Santé publique France. Ça a été un des enjeux aussi des assises de la santé publique. Voilà, en parler, c'est déjà se soigner. Comment la mutualité s'y engage, mais au-delà de ça, vous donnez quelques éléments. C'est vrai que on a des semaines d'information sur la santé mentale. On a évidemment en mutualité des relations aussi de proximité avec les adhérents, et on peut adapter aussi les choses et les discours. Un exemple en direction des étudiants, parce que c'est une population qui a été particulièrement mise à l'épreuve. La mutuelle des étudiants a développé aussi un manuel de l'étudiant engagé pour sa propre santé mentale, a également utilisé les moyens de communication préférentiels en fait, des étudiants, des jeunes, en fait, les réseaux sociaux, et a fait aussi attention aux messagers. J'insiste là-dessus, c'est en gros faire témoigner des personnes dans lesquelles on peut en fait, se reconnaître ou dont on se dit « Ah ben si lui en parle », ça veut dire que moi aussi, je peux peut-être me libérer. En l'occurrence, des acteurs, des chanteurs. Là, c'était un rappeur que je ne connais pas moi, mais en tout cas qui était un messager intéressant. Donc ce principe aussi de faire témoigner les personnes est extrêmement important.
Donc il y a la sensibilisation, l'information, il y a cette notion de proximité qui revient, hein, on l'évoquait lors de la première table ronde. Et puis, vous, de votre côté, je crois que vous avez mis un certain nombre de dispositifs, d'outils, notamment des outils numériques qui permettent aux personnes d'être elles-mêmes actrices finalement de leur santé. Alors effectivement, hein, on a de plus en plus de ce qu'on appelle les digital therapeutics qui se développent, c'est-à-dire notamment des applications qui vous aident déjà dans l'observance médicamenteuse. On a dit que c'était un sujet. Et puis par ailleurs, qui propose aujourd'hui une multitude de services. Et donc c'est un enjeu, j'allais dire, de santé, de recherche aussi pour nous tous, puisque c'est vrai que pour la prise en charge médicamenteuse, on sait comment ça fonctionne. On a la haute autorité de santé qui nous dit bah voilà, tel médicament est à prendre dans telle situation. Et puis, en fait, dans la santé mentale, il y a la prise en charge médicamenteuse, on l'a dit, et puis il y a la prise en charge psychologique qui est arrivée un peu plus tardivement dans les recommandations scientifiques. Et puis, j'allais dire, en fait, il y a tout le reste. Et on sait bien que la santé mentale, c'est aussi plein d'autres choses. C'est la méditation, c'est l'autogestion de l'anxiété, c'est voilà. Et donc, dans ce halo j'allais dire, de bonnes pratiques pour soi-même, on a un vrai sujet, j'allais dire même nous, assurance maladie, qui est de se dire finalement qui sont les personnes qui évaluent ces pratiques-là. Qui sont des pratiques dont on sait qu'elles peuvent être bonnes, mais dont on sait aussi qu'elles peuvent entraîner des dérives. Et donc, c'est j'allais dire, tout ce qu'on appelle médecine alternative. Alors, c'est vrai qu'en France, on dit, bah là, s'il n'y a pas d'essai clinique, évidemment, il faut l'écarter. Mais on voit bien que sur la santé, enfin, le bien-être, psychique, le bien psychologique, il s'accompagne aussi de choses qui ne sont pas des choses médicamenteuses. Et donc pour l'assurance maladie, pour les autorités de santé, etc., c'est un vrai enjeu pour nous. Et donc il y a plein de choses qui sont faites d'un point de vue digital. Il y a plein de startups qui ont lancé des choses. Il y a plein d'applications qui vous aident, etc. Et donc il y a un enjeu pour nous vraiment d'arriver à sélectionner, à trouver une manière, en tout cas, d'évaluer ces nouveaux outils. D'une part, évidemment, parce qu'ils peuvent être très bénéfiques, et d'autre part aussi parce qu'on voit bien qu'on a en France, alors c'est vrai aussi ailleurs, mais en France, on l'a vu avec le mouvement entre guillemets anti-vax, c'est-à-dire une tentation de contourner totalement la médecine traditionnelle. Et donc, il faut aussi que l'assurance maladie, la haute autorité de santé, les autorités scientifiques arrivent à mettre un tampon sur des choses qui, aujourd'hui, échappent un peu à son périmètre d'intervention. Voilà. Alors justement, il y a sans doute plein d'acteurs concernés par ces sujets qui ne sont peut-être pas encore impliqués dans cette démarche, dans cette approche. Comment est-ce qu'on peut faire pour peut-être mieux collaborer, faire une démarche plus collective? On est de nouveau dans le collectif comme on l'était tout à l'heure. Ce serait ça le secret ? Alors, je pense qu'effectivement, de toute façon, il y a, c'est vrai que les dispositifs, mais je pense que c'est des dispositifs que vous connaissez bien, qui fonctionnent très bien, et c'est un peu ce que disait Laure Marie, les premiers secours en santé mentale. Donc ça, c'est un dispositif qui a été lancé en Australie, qui a hyper bien fonctionné, donc que l'assurance maladie a lancé, et donc qui consiste à former des étudiants sur les premiers secours en santé mentale pour qu'eux-mêmes derrière forment d'autres personnes. Et donc c'est typiquement un outil qu'on peut déployer facilement dans des entreprises, etc. Donc ça, c'est un sujet, j'allais dire, citoyen. Et il y a les gestes qui sauvent, mais il y a aussi les gestes qui sauvent en santé mentale. Et puis après, j'allais dire de nous, côté assurance maladie, mais c'est évidemment restreint par rapport à l'ensemble du champ des intervenants, sur les professionnels de santé. Donc là, je parlais des psychologues, mais il n'y a pas que les psychologues. C'est-à-dire que là, les sages-femmes, on sait qu'il y a des moments critiques. Le postpartum, la dépression postpartum, si ça n'est pas traité, si ça n'est pas repéré, derrière, il y a un risque d'aggravation très important. Et donc, on met en place là un entretien de détection spécifique du postpartum par les sages-femmes à domicile. Donc ça, c'est une première avancée. Mais on sait
on sait qu'il y a d'autres publics fragiles. Les personnes âgées isolées sont des publics fragiles. On sait que les infirmiers, elles ont un contact avec les infirmiers, avec les aides à domicile. Comment est-ce qu'on fait pour former ces professionnels-là? On a un sujet évidemment chez les enfants. Alors on parle du harcèlement scolaire, mais donc comment est-ce qu'un enseignant peut détecter une fragilité? Bref, comment est-ce que l'ensemble de la société progressivement arrive à acquérir j'allais dire des compétences lui permettant de repérer et d'accompagner très en amont les personnes présentant des signaux d'alerte. On est bien là dans la prévention. Laure Marie Sanchou, quelle est votre vision sur cette coopération à renforcer, j'imagine, entre les acteurs concernés et notamment avec les associations comme la Croix-Rouge qui font aussi du soutien psychologique et qui sont des acteurs finalement peut-être assez peu connus dans ce secteur? Alors, il y a plusieurs choses, de certaines qui vont faire écho à ce que disait Marguerite, et puis aussi au propos du directeur général qui disait tout à l'heure qu'il nous appelait à jouer collectif, et je pense que c'est effectivement la clé du succès. Il faut arriver à favoriser la synergie entre des acteurs en fait qui sont très différents et les personnes concernées elles-mêmes. On revient à un sujet qui a été longuement évoqué tout à l'heure lors de la précédente table ronde. Il faut travailler sur la pleine participation, tout simplement aussi des personnes qui sont concernées elles-mêmes par ces troubles psychiques. Donc, on évoquait effectivement les premiers secours en santé mentale. Je sais que la Croix-Rouge forcément est forcément impliquée sur ce déploiement en fait de ces gestes qui sauvent et qui seront à l'instar de ce qui se passe sur, je dirais, des problèmes somatiques ou un problème physique seront la même chose pour la santé mentale un jour. Mais on a l'enjeu vraiment aussi de travailler sur le développement des compétences psychosociales. Les compétences psychosociales, en fait, c'est un enjeu pour chacun d'entre nous dès le plus jeune âge de la vie et dans tous les milieux en fait de vie, que ce soit de très jeunes enfants, que ce soit en soutien à la parentalité, à l'école, dans le travail, dans le sport, etc. Et ça, c'est vraiment un enjeu, effectivement, je dirais, de société. Et ça veut dire qu'il faut former les professionnels à porter, en fait, cette approche de développement psychosocial. Et comme on le disait tout à l'heure, la santé mentale, c'est le fruit, en fait, de facteurs qui peuvent être des facteurs de risque. On sait qu'on a des moments de vie qui sont plus fragiles, parfois des comportements, des habitudes de vie, des conditions de vie qui fragilisent la santé mentale, et on a des facteurs protecteurs. Ces facteurs protecteurs, il faut qu'on puisse en fait les appuyer, et ça, c'est le développement en fait des compétences psychosociales. C'est aussi une manière finalement de faire société tous ensemble. Alors sur la synergie des acteurs, on est, je dirais, nombreux à devoir se mettre autour de la table. Il y a à la fois évidemment les pouvoirs publics, l'assurance maladie, les collectivités locales. On en a beaucoup parlé tout à l'heure, mais c'est aussi vrai en matière de santé mentale. On sait que les élus ont un rôle important à jouer. Il y a le déploiement. L'Association des maires de France a fait, assez récemment en fait, un guide pour la santé mentale dans la cité, travailler sur les contrats locaux de santé mentale, qui sont vraiment en fait une implication des professionnels, des personnes elles-mêmes, des élus, ce qui fait qu'on a des regards croisés. Et donc, je dirais qu'il faut vraiment la mobilisation de tous les acteurs du quotidien, voilà, tout simplement. Et donc, évidemment, les associations, les mutuelles en font partie, parce que c'est comme ça aussi qu'on arrive à apporter des réponses en proximité. Je parlais de la prévention du suicide tout à l'heure. Un exemple peut-être concret, en Bretagne, qui est une région française, en fait, qui est celle qui est la plus touchée en fait, par le taux de suicide, par les suicides, la Mutualité Bretagne, mais justement en relation, en lien, en étroite coordination avec l'Agence régionale de santé, avec du coup les municipalités, a mis en place des collectifs finalement des collectifs de citoyens. Donc il y a des professionnels de santé, il y a des élus, il y a des associations, voilà, qui sont formés
à la détection, au repérage, qui sont en capacité d'orienter vite, qui sont aussi en capacité d'apporter des réponses coordonnées en termes d'accompagnement et de prise en charge. Et ça favorise évidemment une réponse adaptée au plus près des territoires. Et encore une fois, là, qui répondait à une préoccupation majeure de la population de cette région en particulier. Marguerite Cazeneuve, et ce sera le mot de la fin. Alors, je voulais juste dire une petite chose effectivement sur la coalition des acteurs. C'est vrai qu'on l'a vu là pendant la crise sanitaire. En fait, la santé mentale, c'est de la santé. Et ce qu'on a, la crise sanitaire a révélé, c'est à la fois qu'on avait une capacité incroyable quand on se mobilisait tous à avoir, entre guillemets, des résultats très impressionnants. Et en même temps, ça a aussi révélé les inégalités de santé. Et ces inégalités de santé, elles sont aussi vraies sur les inégalités en santé mentale. Et donc, tout ce qui a été fait pendant la crise sanitaire, et donc je pense sur lequel on doit bâtir, construire à partir de maintenant, c'est-à-dire en fait cette espèce d'aller vers généralisé qui consistait, j'allais dire, au démarrage, par exemple, pour la vaccination pour l'assurance maladie, à solliciter le plus de monde possible et au dernier kilomètre à avoir la Croix-Rouge dans des bus pour aller frapper à la porte, etc. D'avoir de la médiation au dernier kilomètre. Et donc on voit bien que, en tout cas, ce qui a fini par fonctionner, c'est cette logique d'aller vers, avec une coalition d'acteurs, chacun, j'allais dire, dans son rôle. Alors nous, l'assurance maladie, on sait faire le gros. Le gros œuvre. Mais derrière, évidemment, plus les populations sont précaires, plus les populations sont éloignées du soin, plus on a besoin d'acteurs, de médiateurs, d'associations pour nous aider, pour faire le relais. Et je pense que c'est encore plus vrai sur la santé mentale. Et donc, voilà, c'est ce dispositif d'aller vers commun, j'y crois beaucoup. Nous aussi. Et je vous remercie beaucoup pour votre intervention à toutes les deux.